Ok les gars, du coup là je suis en train d'aller voir Zokalanga. Donc Zokalanga c'est un réalisateur de clips. Il fait beaucoup de clips en Côte d'Ivoire. Il a fait énormément d'artistes. Donc je vais vous montrer son travail. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas trop d'idées, vous allez voir que vous avez vu en fait plein de clips de Zokalanga. Et du coup pour venir, je suis passée par Treichville. Parce que j'ai pris un bateau de là où je suis, une sorte de navette, et puis ça m'a déposé à Treichville. J'ai croisé des Ghanéens d'ailleurs dans le taxi. Puis là, je suis avec du coup Cissé, le taximan, celui qui conduit le Yongo. Il est en train de m'apprendre plein de choses super intéressantes sur du coup, la Côte d'Ivoire. Et puis, on était en train de parler de Treichville justement. Comme moi, j'habite au Sénégal, apparemment, Treichville, c'est un quartier sénégalais. Donc c'est bien ça, Cissé. Mais comment ça se fait que les Sénégalais, là, ils se sont tous retrouvés dans le même quartier, en fait? Ils étaient avec, peut-être avec les colons dans le temps. Ils étaient avec les colons. Ils étaient avec les colons, ils étaient là aussi, c'était les premiers commerçants. Ok. Et eux là, comme chez eux, quand tu arrives dans un quartier, tu es sénégalais, Ouais. un Sénégalais veut quitter au Sénégal, il vient par rapport à toi et il est là. C'est toi qui les fais venir. C'est comme ça tous les Sénégalais sont venus. Ah, À ok. Treichville, sont venus se retrouver. C'est comme il y a un Malien quelque part, il veut faire venir ses frères. Ok. Il appelle les Maliens, tout le monde vient et c'est comme ça. Quand la tu sais que vous êtes beaucoup dans un coin, Ouais. où tu dois partir, c'est là-bas. C'est vrai, Voilà, c'est plus pratique. donc, c'est Parce comme que ça. tu sais que là-bas, il y a déjà tes frères, Voilà. tu vas moins galérer, ils connaissent déjà un peu le pays. Après, c'est vrai que les Sénégalais, c'est des gros businessmen. Hein. Les vrais couturiers, Voilà. là-bas en tout cas ils sont bien. Ouais, les Sénégalais ils sont bien. Ouais. C'est les commerçants, Ouais. les vrais commerçants de Côte d'Ivoire, c'est les Sénégalais. Ok, Voilà. d'accord. Ça, c'est très intéressant à apprendre. Hein. Moi, s'il y a bien une chose que j'ai appris en vivant au Sénégal, c'est le monde du business. Parce que là-bas, ils rigolent pas. Hein. Tu apprends à négocier. Aussi, les Sénégalais, ils aiment bien tuer les gens. Hein. Quand tu parles pas Wolof là, au Sénégal, c'est fini pour toi. Ah non, ils vont pas rigoler avec toi. Hein. Boule d'atchéké là, qui va coûter 100 francs par exemple, ils vont te vendre ça à 1500. Si tu sais pas négocier, puis tu vas pas commencer à parler. Ouais, donc, bon, en tout cas, je suis contente de voir que voilà, cette communauté-là, c'est une communauté, elle se débrouille peu importe où elle va. Ils vont aller à New York, ils vont faire les business là-bas, ils vont réussir. Rien n'arrête les Sénégalais en fait. J'ai beaucoup d'admiration pour les Sénégalais. Ça m'inspire énormément, en tout cas. Et puis là, je suis en train d'aller à Marcory, du coup, hein, rejoindre Zokalanga. Et bon, du coup, les gars, je vous dis à tout à l'heure. On s'attrape pour l'interview. Ça va être du lourd. D'ailleurs, j'ai fait un freestyle hier. J'aimerais bien poser le son avant de quitter Abidjan. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Yes, c'était Ten à l'antenne. Hello, c'est Ten à l'antenne. Aujourd'hui, je suis avec Zokalanga. Ok. Il y a un grand réalisateur ivoirien. Ça fait des années que je suis ton travail. Ouais. Et franchement, je pense que tu es une des sources d'inspiration que j'ai eues, je vais pas te mentir. Merci beaucoup. Ouais. Moi, tu vois, j'ai vécu en Martinique. Après, je suis allée étudier en France. Et puis, j'ai toujours su que je voulais, on va dire, venir en Afrique en général, ou peut-être même en Martinique, pour après travailler dans la vidéo, tout ça. Ouais. Puis toi, quand j'ai commencé à voir tes clips, je me suis dit, ah ouais, c'est trop ce genre de truc que j'aimerais faire. C'est ce genre de truc qu'on a besoin de voir, tu vois. Et tu as su faire une sorte de mélange, t'inspirer de, on va dire, de ta culture et tout, pour... tu as vraiment une identité visuelle en fait, Ouais, tu vois. ouais, et ça, je trouve ça très admirable et on en a besoin. C'est notamment les Nigérians que je trouve qui ont commencé un peu à mettre ça, à utiliser leur culture, voilà, mettre ça en valeur dans les clips. Et naturellement, j'ai vu que Côte d'Ivoire, Dakar, il y a eu aussi ce genre de nouveaux types d'images, d'esthétiques qui sont arrivées. Et je trouve que tu es une personne très importante à ce niveau-là dans le paysage ivoirien. Claire. J'aimerais savoir comment tu en es arrivé là déjà pour tes clips, comment ça s'est passé en fait? La genèse de tout ça, en fait,
à la base, jusqu'à la classe de terminale, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était un clip vidéo, etc. Donc, lorsque j'obtiens le bac, il fallait que je m'oriente vers un domaine et on me parle d'infographie, etc. La daronne, quoi. Donc, je me lance. J'ai fait 3 années d'études. Quand je finis, j'étais censé aller travailler en entreprise, être peut-être graphiste, etc. Mais c'était pas trop mon kiff, tu vois. Donc, vu que je faisais moi-même du hip-hop, je rappais. Mais je n'étais pas très fort, hein. J'étais pas très fort musicalement. Mais j'avais un ami qui était super puissant, tu vois. Et il s'appelle comment? S2C, bon, il était très underground. Le rap ivoire n'était pas encore à ce niveau-là. Il était un peu... C'était le début. Voilà, c'était vraiment le début bon, pas le début du rap ivoire, mais c'est maintenant que ça commençait. Le rap changeait en fait. Parce qu'il y avait l'époque des tontons, et puis après les jeunes sont venus, etc. Donc il fallait le pousser visuellement, tout ça. Donc je me suis parti, je me dis, ah bon, comme moi je ne suis pas trop fort, moi je vais pouvoir t'aider avec le visuel, etc. Donc je prends des téléphones, je commence à filmer mon pote, etc. Et puis les gens commencent à aimer, ils me disent, ah attends, je faisais ça avec Windows, laisse-moi te rappeler le logiciel. Windows, non, Windows Movie Maker. Ah Est-ce que tu connais ça? Si, mais j'ai jamais touché à ça. C'était vieux, depuis Windows 2000. Hein. Toi, tu étais déterminé. Voilà, donc il y a vu que les gens kiffent alors que c'était un truc, j'ai fait ça truc. Donc voilà, je continue, je fais des recherches. Après, je m'oriente vers des grands frères qui maîtrisent tout ça. Et puis j'essaye d'apprendre. Puis il dit non, ça, ce truc-là, il faut que je me lance dedans, tu vois. Et voilà, j'avais eu une bourse grâce au bac là. J'ai pris une partie de la bourse pour acheter une petite caméra. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à taper dedans. Donc tu es autodidacte en fait. Bon voilà, on peut le dire, hein, parce qu'à l'école, c'est pas ce que j'ai appris. C'est pas ce que j'ai appris. À l'école, on m'a appris à me servir d'un ordinateur pour créer une image. Mais ce que j'exerce en ce moment, c'est plutôt, on peut dire, c'est à 80% autodidacte. D'accord. Tu as utilisé beaucoup de tutos YouTube, des choses comme ça. Ok, tu t'es inspiré de qui en premier? Qu'est-ce qui a fait que quand tu as commencé à tâter, est-ce que tu as eu des inspi qui sont venus d'ailleurs ou vraiment tu as fait ça au feeling? En fait, quand j'ai commencé, il y avait déjà des clips. Hein. Il y avait déjà des clips. Et puis il y avait... en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que tous les clips de Côte d'Ivoire avaient une similitude. Ça se dit? Oui, ça se dit. Ça avait une similitude. Genre, c'est comme si ça se ressemblait. Peu importe le réal, c'est-à-dire c'est pas le même réalisateur, mais tu as l'impression que c'est le même procédé. D'accord. Et tu vois, donc moi quand je commence, en ce moment Niska n'était pas très connu, il était un peu underground. Avant son feat avec Gradu, tout ça. Et moi je kiffais Niska, tu vois. Et par pur hasard comme ça, Niska fait un clip avec William Thomas. J'ai oublié le nom du clip. Et dès que j'ai vu le clip de William Thomas, j'ai dit non, ce gars-là, il est trop fort. Et ça changeait en fait. Donc j'ai commencé à m'inspirer en premier de William Thomas. Ah ouais, comme quoi? William Thomas en premier de lui. Et je crois que je suis plus âgé que lui. Hein. Parce que quand lui commençait, il avait 16 ans. Je ne sais pas à l'époque j'avais quel âge. Mais en tout cas, je sais que j'étais plus âgé que lui. Mais on peut dire que c'était ma première inspiration. Parce que son univers était tellement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir à Abidjan. Et c'était ma première inspiration. D'accord. Après, je me suis fait d'autres inspirations, telles que Boy Director. Ah oui, Boy Director, ce qui me plaît beaucoup chez lui, genre, comment je me suis dit, c'est plutôt son lifestyle, sa manière de pas même le travail, hein. C'est dit que comment le personnage c'est un artiste, hein. Ouais, le personnage de cet artiste-là. T'as vu comment il s'est sapé Il y avait une petite vidéo qui circulait sur TikTok où il y a quelqu'un qui montrait les outfits et il montrait comment il était habillé. C'est là que j'ai vu vraiment qu'il était Boy Director. Là, j'ai dit non, ce mec, il est fou. Il est jeune lui aussi. Hein. Ouais, bon, lui, je ne connais pas trop son âge, mais il sait qu'il il doit être dans la trentaine, je ne sais plus. Je crois qu'il a un peu moins de 30 ans. J'étais allée faire mes recherches, j'ai dit, moi j'ai pas je peux être jeune comme ça, mais ok, c'est intéressant tout ça. Ouais.
Du coup, en Côte d'Ivoire, le paysage audiovisuel, voilà, en tout cas, vous essayez d'être créatif, vraiment, de Ouais. développer votre identité, d'être original, quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu penses justement, toi, ton avis, c'est quoi sur l'état actuel de tout ce qui est musique, clip, du coup, en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu penses qui manque ou les points positifs aussi que tu peux me dire sur ici? Parce que je pense que tu as vraiment vu l'évolution entre quand tu as commencé et Jusqu'à maintenant. ouais. Ouais, ça a évolué assez vite selon toi? Je ne sais pas comment caractériser ça, mais ce que je peux dire, c'est que on a de vaillants personnages. On a une jeunesse vraiment dynamique qui travaille très très dur. C'est-à-dire que ce qui me plaît en tout cas dans l'univers audiovisuel en Côte d'Ivoire, le jeune, il ne va pas attendre d'avoir tout ce qu'il faut pour commencer à réaliser ce qu'il veut, tu vois. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de positionner la Côte d'Ivoire à un certain niveau, tu vois. Sinon, en réalité, il y a encore des manquements. Mais tellement, en fait, le talent a tellement poussé que les finances étaient obligées de suivre un peu. Tu vois un peu. Mais il y a certains univers où c'est les finances qui poussent et puis après, le talent essaye de courir après. Mais ici, c'est le talent qui a plus poussé et puis les finances essayent de suivre. Bon, on peut le remarquer, par exemple, il y a des clips. Tu vois que le clip, il est bien fait, tout ça. Mais tu sens qu'il y a un petit truc qui manque, pardon. C'est les finances. On sent qu'il y a du budget, mais voilà. Après, c'est vraiment, on veut vous montrer qu'on en met plein la vue. Voilà. Alors qu'avec des gens qui ont des fois un plus petit budget, ils te font des choses qui vont marquer toute l'industrie, tout le milieu. Ok, c'est super intéressant. Et pour un jeune réalisateur ici, est-ce que c'est facile, selon toi, d'avoir déjà des opportunités, de faire des choses en termes de créativité? Est-ce que vous interagissez beaucoup entre vous, vous êtes solidaires, ou bien c'est un peu chacun dans son coin? C'est comment ici? Sur ce point, moi en tout cas j'ai fait beaucoup de pays, tu vois. J'ai vu un peu comment dans les autres pays les gens travaillent. Par rapport, si je fais une comparaison, par rapport au Sénégal, Nigeria, Bénin et Côte d'Ivoire, il y a une grosse différence en termes de solidarité. Ici, en termes d'opportunités, moi je me dis chacun a sa chance parce que aujourd'hui on est au digital. Hein. Tu n'as pas besoin d'être connu pour te faire connaître. Tu vois un peu. Mais il y aura des difficultés forcément, comme dans tout autre pays. En termes de solidarité, ici c'est un peu compliqué, tu vois. Ici, pourquoi c'est compliqué? Parce que les personnes qui payent bien sont peu. Donc, imagine X trouve un client qui paye bien, il ne va pas essayer de travailler avec les autres, etc. pour ne pas de perdre son client. Parce que voilà. Parce que le client qui paye bien, imagine moi par exemple un client qui me paye bien et puis je ramène quelqu'un pour travailler avec cette personne et puis cette personne est capable de proposer moins. Tu vois, il y a ces petits trucs. Tu peux te faire doubler voilà, il y a ces petits trucs qui Donc, vaut mieux garder ça. Non, moi, je suis très ouvert. Je suis très, très ouvert. Moi, en tout cas, je n'ai pas cette mentalité. Je me dis, si mon client va ailleurs, c'est que ce n'était pas mon client. Ou bien c'est que peut-être il a trouvé mieux. Donc... Toi, tu vois ça d'une façon spirituelle, en fait. Moi, tu te dis, ok, ce qui est fait pour moi, il est fait pour moi. Tranquille. Par exemple... Tu as confiance en toi, j'imagine. Beaucoup. Je me dis... Parce que tu peux trouver moins cher, tu ne vas pas trouver meilleur. Voilà. Là, ils vont vendre. Moi, je pense que... Je parle aux créatifs, là. Les trucs de baisser les prix, les gars, c'est bon pour personne. Même pour toi-même, quand tu viens baisser le prix parce que ton collègue a dit 1 million, toi tu viens dire 800 000 derrière, tu te dis sur le coup c'est cool, mais en fait, ton client, après, pour réussir à avoir des prix corrects, tu es en train de pénaliser toute l'industrie en fait. C'est clair. Donc, c'est pas bénéfique. Vaut mieux accepter de perdre un marché, il n'y a pas de souci, que de baisser sa valeur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et je sais qu'il n'y a pas ça qu'ici, hein, il y a ça partout. Mais franchement, les créatifs, il faut mettre en valeur le travail et comprendre aussi, faire comprendre aux gens que si vous voulez ça, il faut payer pour ça. Claire. Parce que les gens ont tendance à vouloir maintenant
beaucoup de choses. Ils vont te demander des choses avec un drone, machin, limite, un bras magique. Ils veulent ça pour rien du tout. Puis ils vont te demander X vidéos, une teaser. Mais tu veux pas mettre les sous dedans, c'est pas possible. Puis il y en a à côté, ils vont limite te dire pour 500 000, je te fais tout ça. Non les gars, ça va, vous n'allez pas bien manger après. Sur le long terme, même pour vous, c'est pas bon. Donc voilà, essayez de faire les choses quand même correctement. Je t'ai dit. Ok. C'est quoi ton... Enfin, j'ai vu qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a quand même pas mal de choses qui se tournent. Au Sénégal aussi, parce que j'habite là-bas, il y a beaucoup de séries. Tu vois, le milieu de l'audiovisuel, il est quand même en train d'évoluer énormément. Donc, je pense qu'il manque encore des choses comme des sortes de gros studios où on peut facilement venir emménager tout et faire un peu quelque chose qui soit hyper productif, comme dans certains pays comme, je pense, le Nigeria ou les États-Unis ou même l'Inde. Ici, c'est comment? Parce que je vois qu'il y a Canal+, qui tourne énormément de choses ici. Il y a des émissions à gogo. Ça se passe comment en fait en Côte d'Ivoire en termes d'audiovisuel? Est-ce que c'est chacun se débrouille avec les moyens et puis, ou bien non, il y a vraiment des choses qui commencent à se développer? Est-ce qu'il y a des studios, des endroits où toi tu sais que tu peux avoir accès, filmer là-bas ou en fait non, c'est toi tu fais tout le temps ton repérage à chaque nouveau projet et tu fais ça avec la créativité que tu as et la connaissance du terrain ivoirien en général? Bon, sur ce point-là, c'est encore réduit. C'est pas encore genre, ça n'a pas encore explosé. Il n'y a pas énormément de studios. Tout n'est pas encore structuré. C'est en train de se faire. C'est un projet qui est lent. Mais voilà, c'est pas encore... Ok, donc ça va peut-être arriver. Ça va arriver peut-être 10 ans, 15 ans. Okay. Ça dépend, c'est les gens qui investissent. Mais voilà. Comme quoi, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de ça au final pour faire de la qualité. Hein. C'est quand je regarde comment... Tu vois, forcément, en tant que créatif, je pense que toi, c'est pareil, tu regardes ce qui se fait partout. États-Unis, France, Europe. Moi, je regarde aussi ce qui se fait aux Antilles, vu que je suis aussi antillaise. Afrique de l'Ouest, Nigeria, Ghana. Bon, moi, je trouve que l'Afrique de l'Ouest, les anglophones et les francophones, ils sont quand même assez loin en termes ils sont impressionnants, en fait. Moi, par exemple, il n'y a pas beaucoup de clips, même actuellement, américains, que je vais regarder, à part peut-être les Hellsapo qui, lui, il fait beaucoup de clips, c'est de la balle, franchement. Mais globalement, je vais dire que c'est mitigé. En termes d'originalité, c'est des formules, des recettes que tu as l'impression qu'ils sont répétées constamment. Alors qu'ici, à chaque fois, je vais regarder les clips au Sénégal, il y a pas mal d'artistes. Même Didi B, il a fait un clip au Sénégal. J'ai adoré son clip. Il y a Mainsef qui fait pas mal de clips aussi au Sénégal. Souleymane. Ici, toi notamment. Je trouve qu'à chaque nouveau clip, vous présentez un concept. Limite, c'est un film. Tu vois, il y a vraiment la direction artistique ici, elle est vraiment poussée. Tu vois, quand je dis ici, c'est vraiment... je parle de... Voilà, les lieux que j'ai cités en général en Afrique, il y a une direction artistique. Et j'ai remarqué que les artistes ici sont vraiment multidisciplinaires. Par exemple, tu m'as dit, toi, tu as commencé par rapper. Et puis, tu t'es plus allé dans les... Moi, c'est pareil, je vais pas te mentir. Je rappais même hier soir, j'ai fait un texte. Et puis, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas poser ça avant de quitter Abidjan? Écoutez ça. Ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer ça après. Du coup, j'ai vu que les mecs, ils sont multitâches en fait. Il y en a, ils vont dessiner, en même temps, ils vont peindre, en même temps, ils vont créer une marque de vêtements, etc. etc. Toi, tu fais la vidéo, en même temps, tu peux faire... Il y en a, ils font de la 3D, en même temps, ils font du dessin. Donc, les gens ils sont cantonnés, ils ne sont pas cantonnés justement à un domaine. Et ils s'inspirent énormément de tout ce qu'ils voient dans le monde. Ils font quelque chose avec ça et puis boum, quand tu vois ça, tu te dis, ah ouais. C'est comme si la maturité même de l'art est vraiment à son apogée. En tout cas, ça, c'est ma vision. C'est ma vision et je trouve ça très admirable. C'est clair, c'est clair. L'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le futur. Franchement, c'est pour ça que je dis « From Africa to the world ». Je pense que l'Afrique va inspirer et est déjà en train d'inspirer le monde entier. Maintenant, les yeux, ils sont tournés ici. Et c'est pour ça que je fais d'ailleurs ces vidéos. C'est pour que les gens qui sont à l'extérieur, qui ont peut-être une vision qui est juste
qui vient de la télé seulement, des médias occidentaux, que maintenant vous pouvez voir par vous-même, fait par des créateurs d'ici en fait, ce qui se passe concrètement. Voilà, je ne veux pas que la vision des gens soit biaisée par quelque chose d'extérieur qui a une vision peut-être un peu erronée de la chose. Donc voilà, faites-vous votre avis. En tout cas, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et ici, les gens ne perdent pas de temps, comme vous avez vu. Il n'y a pas d'excuses. Oui, c'est compliqué, machin. Les gens se débrouillent même avec un iPhone. J'ai un pote, il a commencé comme ça au Sénégal. Lui, c'était avec son téléphone. Il faisait ses effets vidéo. Maintenant, il a gagné énormément de marché. Sa vie, elle a changé, en fait. Claire. Et c'est parti de quoi? De la débrouillardise. Donc, il ne faut pas attendre d'être riche, d'avoir déjà X millions pour commencer à faire des choses. Au fur et à mesure, ça va le faire. Maintenant, je te demande, qu'est-ce que tu souhaites pour le futur et c'est quoi ta vision pour la Côte d'Ivoire en général dans tout ce qui est art, audiovisuel? Bon, vision, c'est que on a un ministère de la Culture qui n'est pas trop compétent, qui est un peu lent, avec, qui ça tâtonnait un peu, tu vois. On a changé de ministre. La nouvelle ministre qui est là, Madame Françoise Remac, en tout cas, elle, on espère qu'avec elle, mais elle a bien commencé, hein, elle est sur un bon élan. Mais je sais que les budgets quittent en haut, etc. Mais j'espère qu'avec elle, les choses vont se poursuivre et qu'elle comprenne que, bon, pas qu'elle, que les gens comprennent que l'audiovisuel, c'est ce qui permet de, comment dire, garder une trace. Parce qu'aujourd'hui, si un enfant veut connaître l'histoire de Samori Touré, c'est vrai, on peut lui raconter ça oralement. Mais visuellement, s'il y a un documentaire qui parle de Samori Touré, tranquillement, il va comprendre. Et c'est comme ça. Les clips qu'on fait dans la street, ou bien, je sais pas, même dans les beaux coins d'Abidjan, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, Abidjan ne sera plus pareil. C'est vrai, c'est des archives en fait. Quand les gens vont regarder, ils vont dire « Ah, regarde comment Abidjan était ». Tu vois un peu. Donc c'est comme, il faut qu'ils comprennent que on est comme une bibliothèque. On est comme une bibliothèque qu'il faut préserver, qu'il faut entretenir et conserver. Très bien dit. Ouais, j'avais même pas pensé à tout ça en fait, en termes d'archives. C'est comme des archives, hein, parce que regarde par exemple, tu sais moi au début, quand je te dis je faisais mes trucs avec les téléphones, on avait une salle de jeux vidéo dans mon quartier. Et chaque jour, c'était une salle qui était, tous les jeunes du quartier venaient, il y avait souvent des palabres, il y avait des discours. Donc moi je filmais toujours avec mon téléphone, en cachette. Et je ne la disais même pas, je mettais ça sur YouTube. Mais je ne postais pas en public, c'était en privé. D'accord. C'était parce pour que toi-même, voilà, pour non, j'avais garder pas d'espace sur mon ordinateur. Ah, ok. Donc je partais au cyber et puis je mettais ça en privé. Donc un jour, bon j'ai oublié, je me connecte sur un de mes anciens YouTube. Et puis je vois la vidéo. La salle de jeu n'existe plus. Il y a des gens, même il y a des jeunes qui étaient dedans qui sont décédés. Il y a d'autres qui sont partis en France. Et quand je leur montre les vidéos, tu vois le choc qu'ils ont eu. Attends, c'était un petit groupe restreint, peut-être 100 jeunes. Mais regarde comment ça a suscité de l'émotion. Imagine dans 50 ans, dans 100 ans, tous les clips qu'on fait. Et puis quand les jeunes vont voir, ils vont se dire, ah regarde comment ils se comportaient. Tu vois, c'est l'histoire, c'est comme un livre d'histoire qui, voilà, donc il faut investir dedans. C'est sûr. Voilà, et puis pour que ça aille loin. Totalement. Et puis j'ai envie de dire, les États-Unis, c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à conquérir la planète, à vouloir faire que tout le monde ait envie d'être américain. C'est parce qu'ils ont utilisé le soft power. Et le soft power, c'est quoi? C'est l'image que tu renvoies. Voilà. Le fait que tu donnes envie aux gens d'aller chez toi, tu valorises ta culture à travers l'audiovisuel, que ce soit les clips, les documentaires, les films, tout ça. Si les gens, là, ils ont investi dans ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tout le monde, comme j'ai dit, a envie. Qui n'a pas eu envie à un moment de se dire ah, j'aurais trop aimé avoir vécu aux États-Unis, ma vie, alors que là-bas, c'est pas forcément si simple que ça. Exactement. Mais ils ont réussi à nous vendre quelque chose. Et nous, je pense qu'on a énormément de choses à vendre et surtout qu'on est bien. En réalité, on est bien. La culture, elle est magnifique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal. Il faut que les gens puissent partager ça. Donc, j'aimerais que les gens qui sont justement dans les ministères de la culture ou dans ce genre de domaine, si vous pouvez essayer de développer des structures ou des aides qui puissent aider les jeunes, parce que je pense que ça va bénéficier pas qu'à ces personnes-là en fait, mais carrément au pays entier. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé.
Merci à toi. Ravi C'était aussi. un plaisir et force à toi pour tout ce que tu Partagé. fais. Merci. Yes. On Tu est connais. ensemble. Tu Yes, connais. I. C'était Ok. plein à l'antenne. Yeah. Je suis pas avec les gars parce qu'eux ils sont allés au stade. Moi j'avais l'interview avec Zokalanga. D'ailleurs ça s'est super bien passé, il est trop gentil, trop sympa, super disponible. Encore merci à toi Zo, hein, je te le dis franchement merci à toi. Et du coup là voilà, je vais un peu filmer le village et voir un peu l'ambiance, comment c'est. Ouais, donc là, vous voyez, je suis au village d'Aquaba, c'est la dinguerie. Les gens, ils s'enjaillent. C'est juste le début, hein. Le match, il n'a pas encore commencé. Hein. Il va pas commencer tout de suite, je crois. Mais l'ambiance est déjà en train de venir, les gens commencent à arriver. Il y a le show, ça va être une dinguerie. En vrai, je pense que ça va être une dinguerie. Donc voilà, j'aime ça. Hein. Côte d'Ivoire, les gens, ils s'ambiancent, ils profitent de chaque moment. Et c'est ça qui est doux en fait. Donc j'espère vraiment que la Côte d'Ivoire va gagner. Moi j'ai mis le mouillot. J'ai mis le maillot. Et puis voilà quoi. Tout pour la Côte d'Ivoire les gars. Tout pour la Côte d'Ivoire. On m'a dit Aquaba, moi je dis que vous allez gagner. Merci les gars. Courage à vous, on est ensemble. Aujourd'hui, on interview Assoukro Ake autour de l'art en général. Je profite de l'exposition qu'il fait aujourd'hui avant de quitter la Côte d'Ivoire pour avoir son point de vue sur l'art de façon générale en Côte d'Ivoire. Donc toi, tu es un artiste ivoirien. Oui. Mais est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire, excuse-moi? Pour le moment, je ne suis pas en Côte d'Ivoire de manière définitive, mais chaque année, je fais quelques voyages en Côte d'Ivoire. Ouais, donc tu contribues quand même à faire vivre l'art ici? Oui, c'est aussi pour cela que j'ai voulu que ma première expo personnelle se tienne en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Super intéressant. C'est où que tu as été formé du coup J'ai été formé au lycée enseignement artistique, qui est à l'entrée de l'INSAC, l'école des arts d'Abidjan. Et juste après mon baccalauréat, j'ai fait 2 ans à Nanterre en histoire de l'art, ensuite un master aux Beaux-Arts de Tours et un bachelor en design d'espace à Lille. D'accord, ok. Est-ce que selon toi, l'art en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est, je vais dire, populaire? Est-ce que les gens ils ont l'habitude d'aller dans des œuvres, voir des expositions comme ici, aller dans des vernissages? C'est quoi ton avis sur ça en fait? Alors moi je pense que depuis quelques années maintenant, ça commence à être plus démocratisé. Les gens viennent au vernissage, ils viennent aux expositions. Ils viennent rencontrer les artistes et il y a aussi une démarche de ne pas être dans une forme d'individualisme en fait. Et c'est ça, en fait, il y a plus de partage. Là, quand je regarde un peu la scène artistique abidjanaise pour les quelques semaines que j'ai passées ici, il y a vraiment plein de rencontres qui se font. Tu rencontres un artiste, tu rencontres un autre artiste, et pas étoilement comme ça, tu rentres dans les cercles. Exactement. Et tu comprends comment ça fonctionne. Mais ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé avant, où l'artiste dans son atelier, il bossait, quand il finissait, il exposait son travail. Okay. Aujourd'hui, depuis quelques années, on n'est plus dans cette logique-là. C'est bien parce que moi-même, je suis venue et j'ai rencontré énormément de personnes en peu de temps, dont toi. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, c'est que vous êtes vraiment dans le partage et tout. Et par exemple, quand je regarde tes œuvres, on sent vraiment... je ne vais pas parler à ta place, hein, tu vois, mais comment ta culture se retrouve dans tes œuvres? Alors, moi, ma culture, elle se retrouve sous forme de dualité. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait une partie de mes études en Côte d'Ivoire.
Et ensuite, là, ça fait 10 ans que je vis en France. Et c'était pour moi aussi l'occasion de mixer les deux cultures. Parce qu'il y avait une part de moi en fait qui réapparaissait à chaque fois que je travaillais sur un sujet par exemple. Et il fallait quelque part que j'assume en fait cette responsabilité. Ok. Tu as eu la chance d'être exposé. Est-ce que pour toi, selon toi, c'est facile pour un Ivoirien qui fait de l'art de justement pouvoir en vivre, le présenter ou pas? Est-ce que tu penses que toi, tu es un privilégié ou que c'est accessible à tout le monde? Alors, c'est une question très intéressante parce que en tant qu'artiste, c'est très difficile en fait d'exposer. Parce que moi, de mon expérience personnelle, quand j'ai fini mon diplôme en 2021, durant mes 2 années de master, quand je postulais à des appels à candidature, à des résidences et tout, j'avais que des réponses négatives. Et l'année d'après mon diplôme, j'avais aussi des réponses négatives. Donc pendant 3 ans, Ah ouais, j'ai suivi des échecs. Le diplôme, en fait, c'est pas si simple que ça. J'ai suivi des échecs et je me suis dit, bon, ça y est, là, je raccroche, j'en ai marre. Et au moment où je me suis dit ça, c'est là où j'ai eu. Et c'est là où j'ai commencé à avoir les premières réponses en fait pour les résidences, les trucs. Okay. Et en l'espace de même pas 2 ans, j'ai fait 7 résidences. Et là, je suis à l'Académie de France à Madrid, là, pour une résidence d'1 an. Et c'est aussi, je me suis dit que certes, il y a des privilégiés, mais ces privilégiés, en fait, quand tu les vois, tu sais. Tu sais qu'ils ont été privilégiés ou pas. Okay. Parce que ça se sent dans le travail quand quelqu'un est privilégié. Quand quelqu'un vient de loin, tu le sens aussi. Ok, d'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui manquerait comme aide, par exemple, aux artistes ici pour qu'ils puissent se développer plus facilement? Moi, Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre Abidjan et Paris, par exemple? Vu que tu habites à Paris, oui, est-ce que tu vois une différence et tu te dis qu'il manque des choses à faire? Il y a une énorme différence. Vraiment, c'est un gouffre entre les deux. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux me dire comme exemple? Moi, par exemple, la première différence que je vois, c'est le manque de suivi. Ici, en fait, les artistes ne sont pas suivis. Okay. En Europe aussi, hein, mais il y a quand même à la fois le suivi pédagogique à l'école, mais aussi le suivi sur quelques années quand tu sors de l'école des beaux-arts, même de l'école en général. Mais ici, il n'y a pas de suivi. Tu sors de l'école et c'est chacun pour soi. Chacun se débrouille. Chacun se débrouille et tout. Et c'est ce qui creuse en fait, continue à causer en fait ce gouffre. Parce que, les étudiants, quand ils sont à l'école, on ne les apprend pas à faire des portfolios, on ne les apprend pas à faire des CV. Et c'est quand ils sortent qu'ils les appellent à la candidature que c'est là qu'ils vont faire un portfolio. Tu vois? Et moi, même dans l'école où j'étais, on ne nous a pas appris à faire des portfolios. Et moi, la technique que j'ai trouvée, c'était dès le départ de commencer à faire des portfolios, à postuler. Et j'ai commencé à postuler dès ma 2e année. Et de la 2e année jusqu'à 1 an après mon diplôme, j'avais que des refus, quoi. Mais je postulais, mais quand je postulais que j'avais des refus, j'envoyais un mail à quelques membres du jury en disant « Écoutez, j'ai postulé à tel truc, je n'ai pas été pris, j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas été pris. Est-ce que c'est par rapport à mon portfolio, c'est par rapport à mes images, c'est par rapport à mon dossier ?» Toi, tu es quelqu'un qui lâche pas, en gros. Et de manière générale, 60%, 70% du temps, on me répondait, on me disait « Non, mais en fait, tes photos sont floues, tes photos sont mal cadrées, ton texte, on ne le comprend pas, réessaie de le résumer. » On ne comprend rien de ce que tu dis. Et d'échec en échec, j'améliorais mon dossier. Okay. J'améliorais mon dossier jusqu'à aujourd'hui avoir un dossier quand je postule. Je sais au moins que j'ai 50% des chances d'être pris. Okay, d'où le fait qu'en 2 ans, j'ai fait 7 résidences. C'est excellent. Ton exposition, elle parle de quoi? Mon exposition, en fait, elle parle de la lettre ouverte des Katikoldites, mais c'est la continuité de cette lettre ouverte. Et dans cette continuité de cette lettre ouverte, je pointe du doigt différents problèmes de la société, comme la question ouvrière, la question du pouvoir donné aux milices, donné à la police, même le pouvoir étatique aussi, qui est questionné, la question de la récompense aussi, qui est ici, le conflit post-électoral en Côte d'Ivoire 2010-2011, qui est aussi questionné ici.
Il y a aussi la question de la domination religieuse aussi qui est questionnée. Donc c'est plein de problèmes différents en fait qui sont pointés du doigt. Ok. Et pourquoi pour toi c'est important de faire ça à Abidjan et pas à Paris en premier? Tu me l'as dit tout à l'heure que c'était important pour toi d'avoir une première exposition à Abidjan. Moi en fait, j'ai fait un groupe show en 2022 ici où j'avais présenté une gravure de 8,50 m qui était dans le coin à l'angle, qui reprenait en fait l'histoire des métis. Et quand je suis venu parler en fait cette histoire avec les gens à Abidjan, ils ne connaissaient pas cette histoire. Et je me suis dit, attends, mais c'est ici à Abidjan, c'est à Bégerville en fait le foyer des métis. Ah ouais, d'accord. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, il y a vraiment un manque cruel à la fois au niveau des archives. Les gens ne connaissent pas en fait l'histoire des métis à Abidjan. Et le public que j'ai rencontré ici était assez intéressé par la gravure. Là, tout à l'heure, j'étais avec des étudiants en gravure à l'INSAC. Mais à l'INSAC, en fait, il n'y a pas de prof de gravure. L'atelier de gravure il est fermé depuis plusieurs années. Ah, ok, d'accord. Et donc, en fait, c'est des gens qui sont orientés en gravure, mais qui en fait se débrouillent. Et voir en fait une exposition de gravure, ils m'ont posé plein de questions et moi c'est ce que je recherche en fait. Parce que moi je me suis formé à la sculpture regardant des vidéos YouTube, je me suis formé à la gravure. Sérieusement? Ouais. Wow. Ouais. J'ai appris à démarrer une tronçonneuse en regardant des Donc vidéos en fait YouTube. on peut vraiment tout apprendre sur YouTube On en peut fait. tout apprendre sur YouTube. D'accord. J'ai appris l'histoire de ma famille sur YouTube aussi. L'histoire des enfants métis, c'est sur YouTube que j'ai appris cette histoire. Ok. Et je suis rentré en Côte d'Ivoire pour questionner ma famille, mais il y avait des malentendus, personne ne voulait me répondre. Et je me suis tourné vers les archives, sauf qu'il n'y a pas d'archives. Ok. Et donc je me suis tourné vers les archives européennes pour questionner cette... Ok. Voilà. Et donc en fait, je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment un manque. Certes, c'est bien, les trucs se développent, mais très lentement. Et je pense que si tout le monde se met à cœur d'apporter une petite pierre à l'édifice et tout, on va construire quelque chose de génial. C'est génial, carrément. Quand on regarde dans l'Afrique francophone, on est encore vraiment en dessous de ce qui se fait dans l'Afrique anglophone. C'est Donc vrai. c'est vraiment des questions qui sont d'actualité. Et je pense que là, actuellement, tous les jeunes artistes ont ça en tête en fait. Ils ont cette idée de booster en fait la culture en Côte d'Ivoire. Ouais. Tant mieux. Ben, déjà, félicitations. Merci. Pour être quelqu'un qui participe à ça, justement, tu mets ta pierre à l'édifice toi aussi, à ta façon, pour valoriser ta culture et la transmettre. Et dans ce triptyque, c'est un travail autour de la notion du pouvoir et de comment ce pouvoir en fait peut être identifié chez une personne. C'est aussi pour ça que je montre pas de visage, parce que j'utilise en fait le symbole Adinkra. Ce sont les 3 cercles circonscrits qui sont sur le fauteuil que je reprends sur les visages des personnages pour montrer que certains personnages peuvent posséder ce pouvoir, d'autres peuvent être dominés par ce pouvoir et vice-versa. Donc, comme vous le savez, nous organisons un très gros événement qui est cette Coupe d'Afrique des Nations qui, au dire de tous ceux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, confirme qu'elle sera la plus belle, comme c'était ce que souhaitait le président de la République. Et en marge, bien sûr, de cette belle compétition qui réunit la jeunesse africaine autour du sport, il était important aussi de montrer aussi les atouts de la Côte d'Ivoire et particulièrement les atouts culturels. Et donc je suis extrêmement heureuse de voir cette initiative qui a été organisée par les galéristes, par les galeries, qui permet de montrer à tous ceux qui visitent la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens tous nos atouts, tous nos artistes, qu'ils soient ivoiriens ou qu'ils soient aussi qui viennent d'autres pays, du Nigeria, de la Mauritanie, et de montrer voilà, que la Côte d'Ivoire recèle de talents extraordinaires, de jeunes talents, et qui permettent aussi de montrer une facette peut-être de la Côte d'Ivoire et de sa force culturelle qui n'est pas forcément peut-être encore pas suffisamment connue. Donc c'est une très belle opportunité. Je me réjouis et je suis très heureuse effectivement qu'à l'initiative du professeur Yacouba Konaté, avec tous les galéristes
tous réunis et décidé d'offrir aux Ivoiriens, d'offrir à tous ceux qui visitent la Côte d'Ivoire cette soirée exceptionnelle, cette nuit des galeries, pour découvrir des talents comme celui que l'on découvre ici à la galerie Cécile Fakouri, avec ce jeune Ivoirien qui vit en France et qui a, au cours d'une résidence, permis de montrer son talent avec une écriture extrêmement riche et puissante, et qui montre aussi, voilà, encore une fois, tous les talents que l'on a, nos jeunes, et les talents que l'on a en Côte d'Ivoire et qui font rayonner notre pays, et particulièrement du point de vue culturel. La Côte d'Ivoire est une place dans laquelle les galéristes est une place aujourd'hui qui devient de plus en plus connue, voire maintenant, et je l'espère, incontournable du point de vue exposition, par sa diversité, par sa capacité à promouvoir des talents dans tous les domaines, aussi bien au niveau de la peinture que de la sculpture, en tout cas sous différentes formes d'art, et qui montre effectivement une face de la Côte d'Ivoire importante qui mérite d'être connue, et cela est porté par des galéristes, par des professionnels qui vont détecter des talents, qui vont les encadrer aussi, qui vont les mettre aussi en résidence, comme c'est le cas de ce jeune homme que l'on découvre ce soir, et qui montrent, voilà, qui ont la possibilité de montrer leur talent au monde entier. Déjà, moi, ce que je vois aussi, c'est à travers cette nuit, beaucoup de talents. Ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont d'ailleurs été formés beaucoup à l'INSAC ou dans les instituts du ministère de la Culture et de la Francophonie, au Centre de technique d'art appliqué à Bingerville. Donc ça veut dire que le talent part d'ici. Après, bien sûr, il est reconnu à l'étranger, tant mieux, ce qui permet à ces jeunes de vivre de leur art. Et ce qui est important aussi, c'est de commencer à structurer tout un marché, de montrer aussi que l'art est une forme d'investissement dans lequel des collectionneurs ivoiriens aussi doivent s'investir, parce que c'est un domaine dans lequel on peut s'investir, c'est un domaine qui prend de la valeur, et il est important aussi de structurer tout ce marché ici en Côte d'Ivoire. Ivoirien même là, ouais. Du lundi au lundi, nous on est dans fête. Vous êtes dans le mouvement. On est dans le mouvement, on est dans oui à rôle. Turn up dedans. Ouais, vocation de créer 10 startups chaque année, et on aimerait que ces startups-là produisent des applications qui vont impacter le secteur informel dans toute l'Afrique francophone. Waouh, c'est tellement beau en vrai. De ouf, hein. C'est impressionnant. Dino, faut pas faire. Ah bah. Ça fait du bien, je vous dis ça fait super du bien. Yo, c'est Ten à l'antenne, abonne-toi my G, from Africa to the world, baby.